Aujourd'hui, nous parlons du RGPD, du Pitchgate et du militantisme trans sur YouTube. Bienvenue dans Club Internet. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien de Numérama et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième podcast de l'année dans notre podcast qui se nomme toujours et encore Club Internet. J'ai encore une fois à ma gauche, évidemment vous ne la voyez pas car ce n'est pas encore filmé mais disponible sur YouTube, Nelly Lesage, journaliste pour notre beau média qui est Numérama. Bonjour. Bonjour Nelly. Et pour bien commencer l'année 2018, nous faisons un deuxième numéro du coup avec un invité prestigieux. J'ai à ma droite, vous ne le voyez pas non plus, mais c'est Adrien de la Vega, youtubeur trans, militant pour le droit des trans et qui est également prix AJL personnalité de l'année 2017, qui va nous parler effectivement de sa chaîne, de son militantisme, de ses idées. Bonjour Adrien. Bonjour. Et tout de suite, vous avez tout de suite le plan, hein, évidemment, du podcast. Et on va commencer par quelque chose de très pénible et de très lourd dans l'actualité, qui va être dans l'actualité de ces premiers mois, qui s'appelle le RGPD. Alors, qu'est-ce que le RGPD, Nelly ? Non, je rigole, c'était un piège. Le C'est toi qui explique. Exactement, j'explique. Alors, le RGPD, si vous ne savez pas ce que c'est, restez. Parce que, a priori, ça vous concerne. C'est assez impressionnant de dire ça comme ça, mais en vrai, c'est ce qu'on appelle le Règlement Général sur la Protection des Données, ou RGPD. Pour le faire très vite, parce que c'est quand même compliqué, c'est un règlement européen qui a été acté en Conseil du Parlement européen le 27 avril 2016, qui est relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Donc ça, c'est le jargon. Il va falloir traduire là. Il va falloir traduire. En gros, c'est un texte qui abroge un vieux texte de 1995, donc l'époque où il n'y avait pas Internet et où peut-être vous n'étiez pas né, qui va légiférer autour de la manière dont on collecte, on traite, on garde ce qu'on va qualifier de données personnelles sur Internet. Donc ça peut être votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre adresse physique, vos données de localisation, votre adresse IP, bref, toutes ces problématiques-là qui étaient plus ou moins absentes du texte de 1995 pour des raisons évidentes, c'est que tout le monde s'en foutait à l'époque, hein, on va le dire clairement, et qui arrivent dans ce texte-là, donc grâce à l'Europe, qui est une sorte de grosse modernisation de toutes ces règles. Alors maintenant, le processus est enclenché depuis donc avril 2016 et il va entrer en application en mai, donc exactement le 25 je crois. Le 25 mai 2018 en France et à peu près partout en Europe. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement dans des débats, c'est qu'on est en train de l'appliquer au droit français, etc. Mais en gros, il va réguler à peu près l'intégralité de notre vie entre guillemets sur Internet. Par exemple, dans le RGPD, on va dire que y a par exemple une des clauses qui va dire que un réseau social, par exemple, doit limiter son inscription aux personnes de plus de 16 ans. Donc ça fait un truc par rapport aux règles des réseaux sociaux qui aujourd'hui le font à plus de 13 ans. Donc on a le droit normalement d'être sur un réseau social quand on a 13 ans et plus. Donc comment un Facebook, un Twitter, un YouTube va se mettre en conformité pour respecter cette loi. En fait, c'est des règles comme ça. Je te vois aussi les yeux, Adrienne. C'est des règles comme ça qui vont donc changer à peu près qui vont changer la donne. Mais en fait, le RGPD va très loin parce que il est censé être là pour aussi protéger vos données. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, un publicitaire, comme on a pu le voir dans une affaire précédente dont on vous a parlé sur Numérama de Timo, a le droit de vous géolocaliser toutes les 3 minutes grâce à votre smartphone pour vendre de la publicité à des annonceurs qui vont vous rediriger dans leur magasin. Aujourd'hui, ils le font. Maintenant, avec le RGPD, ça va être encadré. On va leur dire non, en fait, cette pratique-là n'est pas légitime, elle ne fonctionne plus. Vous devez changer de business model. Merci, au revoir. Donc en fait, on a deux côtés. On a un côté très web
qui va impliquer de nouvelles choses, et même pour les sites comme Numérama, on va devoir appliquer de nouvelles choses sur notre média, dans la manière dont on ne serait-ce que compte le nombre de personnes qui viennent tous les mois nous lire, mais également des choses qui adressent des problématiques de vie privée au sens strict, qui sont beaucoup plus aujourd'hui sujettes à l'interprétation des différents acteurs, que ce soit Facebook, que ce soit les régies publicitaires, que ce soit n'importe quel site internet au fond. Donc voilà, on est sur un problème qui est très très vaste, et en fait pourquoi je disais que si vous ne saviez pas ce que c'est, il faut que vous en parliez, c'est que ça va toucher absolument tous les corps de la société. C'est-à-dire que nous, une entreprise privée comme Numérama, on va avoir des choses à faire. Un géant du web comme un Facebook ou un YouTube va avoir des choses à faire sur sa plateforme. Mais également, on peut penser, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes médecin, vous travaillez dans un hôpital, il va falloir peut-être que votre service technique mette à jour les données de ses patients. Parce que le RGPD va demander une protection peut-être plus haute que ce qui est aujourd'hui dans votre hôpital. Vous êtes un professeur des écoles, vous faites une sortie avec vos élèves, vous prenez des photos, vous les mettez sur internet pour faire plaisir aux parents, et peut-être que le RGPD va vous dire, estime que c'est une pratique qui doit être désormais encadrée par certaines juridictions, certaines modalités, etc. Donc en fait, chaque corps de métier et chaque personne va connaître un impact dans sa vie, dans sa manière de voir le web à la suite du RGPD. Sur Numérama, ce qu'on va vous proposer dans les mois qui viennent, donc à raison à peu près d'une fois tous les 10 jours, sont des guides qui vont être très anglais sur ces sujets. Donc on va essayer de prendre à chaque fois la posture d'un utilisateur qui pourrait se dire voilà, et moi en fait, comment ça m'implique. Notre premier est sorti, donc c'est des questions pour comprendre le nouveau règlement, donc qui sont très très basiques. C'est pour plutôt le mettre dans une perspective historique, pourquoi il est né, pourquoi on l'a fait, etc. Mais ensuite, on va être beaucoup plus précis et on va essayer d'adresser absolument tous les cas. Donc voilà, je suis youtubeur, par exemple, hein, Adrien, est-ce que ça va t'impliquer ? On va essayer de le creuser, on va parler à des juristes. Bref, c'est un gros chantier. Et il faut savoir qu'au 25 mai, si vous vous dites oui, bon, c'est encore une loi et personne ne va la suivre, etc., c'est une loi qui a énormément de pouvoir coercitif parce que elle prévoit des amendes énormes. C'est la première fois en fait dans l'histoire pour le coup des lois européennes qu'on a des amendes aussi énormes. C'est-à-dire qu'on parle jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que vous mettez un Facebook, si un grand média, un grand réseau social gagne des centaines de millions ou voire des milliards, on va lui imputer 4% de son chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est colossal. Donc c'est des punitions qui sont à la hauteur de ce que le RGPD veut faire. Donc voilà, j'avais envie d'en parler pour introduire ce club internet parce que ça va être quelque chose qui va rythmer internet entre guillemets dans les mois qui viennent. Du coup, ne vous arrêtez pas à ces initiales un peu rébarbatives. Non, on va essayer de faire des articles. Sujet, ouais. On va essayer de faire des articles plutôt intéressants parce que évidemment, il y a deux facettes à chaque fois. Comme dans tous ces règlements, il y a des très bonnes intentions. Il y a parfois de très mauvaises applications de ces bonnes intentions. Il y a parfois des choses qui vont être amenées à changer parce que on va les discuter et on va s'apercevoir que c'est pas du tout compatible avec le web. Enfin bref, il y a des tas de points d'accroche qui vont être très intéressants à discuter dans les mois qui viennent. À suivre. À suivre, effectivement. Et je vais de toute façon laisser la parole tout de suite à un sujet beaucoup plus réjouissant que Nelly va nous présenter, qui était le clou, je crois, de cette première semaine de février, et qui a mis deux mondes en opposition. Vas-y Nelly, parle-nous de ce. Je sais pas, Adrien, si t'as entendu parler du Pitchgate ces derniers jours, ça te dit quelque chose ? Ouais, vite fait. Hein. Bon, je vais raconter l'histoire. Je sais que Julien la connaît par cœur, mais je vais quand même raconter cette petite histoire qui a commencé le 9 février dernier. En gros, c'était donc Frédéric Bascugnana, j'espère que je dis bien son nom, qui a annoncé la terrible nouvelle dans l'infolettre du petit web. Il est entrepreneur, il est aussi fondateur de Smart Nomad, une entreprise qui forme à la prise de parole en s'appuyant sur les neurosciences et le principe du storytelling. Et donc dans ce cadre, il propose des ateliers spécial pitch que l'éminente encyclopédie Wikipédia définit comme un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et à mettre en valeur son projet face à un partenaire ou un investisseur potentiel situé à un niveau hiérarchique plus élevé que soi et dont le temps est compté. Donc en gros, on parle aussi des fois d'elevator speech. En fait, en gros, on est censé pouvoir faire cette présentation en quelques secondes, comme si on prenait l'ascenseur avec quelqu'un et qu'on devait lui pitcher notre projet en quelques minutes. C'est donc très voilà pour ce que tu nous dis là. Ah là, on est vraiment la startup nation est là. C'est ça. Ok.
Et du coup, une célèbre marque de viennoiserie qui s'appelle Pasquier a décidé de protéger la marque Peach en France, car le mot fait aussi référence à l'une des brioches qu'elle commercialise. Or, Pasquier possède cette marque. Elle a même pris soin de la protéger dans des catégories autres que l'alimentaire, comme la formation ou l'éducation. Du coup, le groupe s'est mis à poursuivre des startups qui se réapproprient le nom qu'elle considère appartenir à son produit depuis le mois de janvier. Et à l'heure actuelle, il y a 6 startups françaises qui ont reçu des courriers recommandés en provenance d'un cabinet spécialisé. Et donc ça, c'est une info que je tire du Figaro, pour remettre dans le contexte, une enquête menée par notre consoeur Elisa Brown. Et donc dans ces lettres, Pasquier en fait fait tout simplement pression sur les startups pour qu'elles arrêtent et qu'elles renoncent à utiliser le terme. Et si elles n'acceptent pas, l'entreprise menace de les poursuivre. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Et donc la plupart des entreprises qui ont déposé les noms qui contenaient le mot pitch ont tenté de négocier avec Pasquier, mais l'Institut s'est prononcé à plusieurs fois à l'avantage de l'entreprise. Donc voilà un petit peu la situation. Moi, ça m'a donné envie de discuter avec vous d'un sujet un peu plus large, en fait les dérives du droit des marques de manière générale, parce qu'en fait on peut un peu se dire finalement elles nous enlèvent littéralement les mots de la bouche. Alors c'est pas moi qui ai trouvé cette expression, je l'ai trouvée sur le blog d'un juriste qui s'appelle Silex, le blog, et également un article du Guardian qui est très intéressant, quand traduit en français, le titre de l'article c'est les marques déposées, le bon, la brute et le truand. Ça date de 2013, donc c'est un petit peu daté, mais ça résumait bien le problème. Et en gros, l'article donnait un peu les avantages et les inconvénients de ce fameux droit donc des marques déposées. Et à votre avis, donc si je vous dis, voilà, les marques déposées, quels sont les avantages pour les entreprises et même pour finalement les consommateurs, à votre avis? T'as une idée? C'est affaire d'argent, c'est pour avoir le monopole. Il y a des marques qui sont devenues on dit pas pour un frigidaire par exemple, des choses comme ça. Les marques qui sont devenues les objets. Les Kleenex. Ouais, voilà, non mais il y a plein de choses. On a plein d'exemples, ouais. Je pense que c'est juste pour une histoire d'argent. Quand on appelle l'objet par un nom de marque, ça veut tout dire, quoi. Des leaders, on voit bien. Et pour ce qui est de pitch, je pense que c'est juste affaire aussi de monopole. On appelle même pitch ce qui n'est pas des pitch, qui ne sont pas les marques. Ou, c'était un truc. C'était un mot anglais et effectivement. Je pense que on dit plus brioche fourrée. Clairement. C'est vrai que j'ai pas entendu ce mot depuis longtemps. En effet. La brioche fourrée. Ouais, c'est vrai qu'on dit que c'est un pitch, carrément. Moi, je pense que c'est juste une affaire d'argent. Si en plus les gens, on est déjà des marques, avec nos vêtements de marque, on est déjà des affiches publicitaires. Alors si en plus maintenant on parle qu'avec des noms de voilà. Si en plus maintenant on se met à parler avec des noms de marque uniquement pour désigner les objets, ce sera tout bénef pour les entreprises, je pense. Ouais, donc elles ont besoin de protéger ça et de se dire que personne d'autre ne pourra les utiliser. Et je pense qu'il y a, alors le côté, évidemment il y a ce côté-là, et le côté peut-être positif de la propriété intellectuelle, c'est que aussi personne ne pourra les utiliser de manière détournée et qui fait du mal à la marque. Enfin, je l'imagine pas, mais un pitch qui aurait été, j'en sais rien, utilisé par une entreprise qui n'a pas du tout les valeurs de pitch, la fameuse brioche de Potch, peut-être que elle pourrait se dire, je veux pas associer ma marque à ça. Après, on est sur un terme du courant, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que vous me donnez le point de vue de l'entreprise, alors qu'à la base, dans l'aspect juridique de la chose, mais tu nous as lancé, on est des start-upers. C'est vrai, je vous ai lancé. Mais du coup, pour faire le petit passage un peu juridique, je trouve ça abusif, évidemment. Je trouve ça abusif. Je dis juste, pourquoi l'entreprise le fait. Non, mais bien sûr, c'est ta vie. Je trouve ça assez. C'est une réalité. Ça peut, évidemment, les propriétés, depuis qu'on puisse protéger quelque chose comme ça peut être intéressant pour les particuliers. Je sais pas. En tout cas, dans la théorie. C'était un peu l'idée de départ de cette législation, parce qu'au départ, les marques déposées, c'est pour protéger les consommateurs. En gros, une entreprise A qui cherche à vous vendre un produit, en s'inspirant de manière totalement éhontée du produit qu'a déjà fait un entrepreneur B, en fait, c'est là que ça va intervenir, ce droit, parce qu'on voit le problème. Il y a une tromperie du côté du consommateur. Il croit probablement qu'il achète un produit, donc de la fameuse entreprise B, si vous suivez. C'est le consommateur, en fait, qui paie les pots cassés. Il est mal informé, et on peut même dire qu'il est trompé. Du coup, là, on voit l'intérêt. En tout cas, juridiquement, c'est le fondement de cela. Et du coup, pour demander réparation, il faut savoir aussi que seule la victime, elle peut poursuivre le fraudeur. Donc en fait il faudrait avoir été personnellement victime pour demander réparation, et c'est là que les marques déposées deviennent intéressantes, parce qu'en fait ça évite déjà d'une part aux entreprises de se copier entre elles sans se gêner, mais en plus il y a un bénéfice en théorie
pour les consommateurs, qui sont que l'entreprise qui a donc été copiée, elle obtient le droit de poursuivre l'entreprise qui l'a copiée en votre nom et celui des autres clients trompés. Donc à l'origine, c'est quand même quelque chose qui semble plutôt vertueux. C'est vers ça que je voulais vous amener en fait. C'est comme ton règlement. C'est évidemment, il y aura toujours des applications qui seront abusives. Et est-ce qu'on a les moyens de faire appliquer ça aussi ? Ouais, je clairement. sais pas, enfin je pense que c'est forcément qu'il y en a qui vont en abuser. Après là vraiment, vu que c'est même pas dans le même contexte qu'on utilise le mot pitch, évidemment c'est totalement abusé. Ah oui, c'est même risible en fait. C'est même ridicule. Après effectivement, c'est aussi bien de savoir avec quelle marque on achète, quelle valeur. Surtout qu'aujourd'hui les entreprises elles ont des comptes sur les réseaux sociaux, donc elles partagent aussi leurs idées. C'est ça. Elles suivent certains comptes, donc on peut voir un peu leur couleur politique pour aller plus loin. Enfin là on creuse, mais je veux dire, je suis d'accord, mais enfin moi je trouve ça un peu ridicule dans ce cas-là. Je rejoins. Je crois que c'était une intox en fait. Je pensais pas que c'était vrai. J'ai vu ça passer sur Twitter. Et je me suis dit... si, ils ont même communiqué eux-mêmes avec un gros, en disant très fier, on défend notre marque. On n'est pas contre l'innovation, mais on défend notre marque Peach, qui a été, je crois, sponsor d'événements éducatifs. Enfin, c'était leur, c'était un peu la manière qu'ils avaient un peu détournée de revenir dans le truc et de dire non mais en fait on fait pas que des brioches, on fait aussi éducation by Peach. Un truc comme ça, en plus j'avais vu, bon rien à voir avec Peach, mais enfin c'est pas une nourriture équilibrée, hein, c'est très sucré, je veux dire c'est vraiment, enfin je trouve ça marrant qu'ils mettent ça sur le truc, c'est pas du tout le truc qui est bon pour la santé quoi. Bah non, bien sûr. C'est ok, une image du jeune, de l'ado, moi aussi je me rappelle des Peach, de la musique, de la fameuse musique, tout ça, mais moi je me dis j'espère qu'ils ont autant d'argent pour garder tous leurs employés quoi. Plutôt que de payer des avocats, c'est ça? Ouais, non mais c'est ça en fait. Je me dis waouh, les priorités des entreprises. Ouais, complètement. Surtout que là on est vraiment sur des domaines. Effectivement, voilà, ce que dit Adrien est vrai. Si on avait une deuxième brioche qui arrivait et qui disait je m'appelle Peach, ou alors Poch la brioche de Peach, là ok, il y aurait un truc. Ouais, mais là non. Mais tout à fait, ouais. On est sur des startups. Ils ont du temps à perdre. En fait, ce que vous décrivez, c'est un genre de glissement qui est en train de s'opérer sur les droits de propriété intellectuelle qui sont revendiqués par les marques, donc qui s'approprient finalement les mots, parce qu'en fait, à la base, le dépôt d'une marque, ça ne signifie pas que l'entreprise en est propriétaire. C'est juste qu'elle se réserve le droit de défendre les consommateurs s'il y a des fraudeurs qui utilisent le mot pour tromper les consommateurs. Et du coup, dans l'article que j'avais trouvé du Guardian, il y avait une petite comparaison sympathique avec Batman. En gros, soit vous êtes du côté de Bruce Wayne et vous êtes un propriétaire, vous possédez, soit vous êtes Batman et vous êtes un justicier qui protège le peuple. Finalement, c'est un peu cette dualité qui caractérise ce dépôt des marques. Ouais, c'est une bonne image, mais voilà, après, est-ce que ces marques ne sont pas toutes à la fois Batman et Bruce Wayne? C'est ça, en fait, ça résiste pas à cette réalité, oui. Et puis on n'est même pas à l'abri de penser que c'est peut-être juste un coup de pub aussi. Ah oui, pourquoi pas. Enfin, ça c'est déjà vu. Enfin, c'est aussi parce que ça m'étonnerait pas que Peach ait perdu un peu de course parce qu'il y a plein de nouveaux gâteaux. Enfin, voilà, je sais pas qui arrive des États-Unis notamment. Je sais pas. J'adore ce podcast. Je pensais à Oreo, tu vois. Ouais. Et genre je me dis peut-être que c'est même un coup de pub. Enfin, j'en suis là. On après, peut voir ça, comme ça. Enfin, j'avoue que ça, le pitch, c'est un cas un peu. Enfin, on s'en fiche du cas précis. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut déposer des mots et que n'importe qui peut déposer un mot et qu'on peut se retrouver à plus pouvoir l'utiliser. Je sais pas, je pense à Nabila avec Allo par exemple. Ah oui, bien vu. Intéressant. C'est vrai qu'elle l'a, ouais. Elle a déposé. Enfin, c'est tant mieux pour elle. Elle a été maline, mais mais je veux dire, c'est j'ai un problème avec les priorités. Enfin, moi, genre, c'est. Non, mais c'est complètement ça. Et quand est-ce qu'on défendra les. Je sais pas, est-ce qu'il y a plein de choses qui sont copiées des artisans, des trucs. Enfin, par exemple, je sais pas, les couteaux de l'aïeul. Le village ne peut même plus utiliser l'aïeul parce que c'est quelqu'un d'autre qui a déposé le nom avant eux, par exemple. C'est absurde. On arrive dans des situations. En fait, on arrive dans une conception où finalement le langage, ça devient une propriété, quoi. C'est plus un bien commun, ça devient l'apanage. Enfin, certains mots deviennent l'apanage des marques. Donc, effectivement, c'est tout le problème qui se pose. Il y a beaucoup d'abus et dans ces cas-là, c'est le premier qui dépose qui aura raison. C'est ça. On va tous se mettre à déposer tous les mots de toute la langue française. Mais ça arrive, hein, c'est triste, mais ça arrive. Mais par exemple, je me souviens qu'il y avait eu un mini scandale à un moment à l'époque où il y avait ce mouvement un peu militant Nuit debout où une personne avait déposé la marque. Alors ils avaient dit oui, on a fait ça de manière bien intentionnée. Alors c'était une agence de com qui l'avait fait, donc l'intention, voilà. Mais bon, c'était bien intentionné. En gros, ils s'étaient dit, on va la déposer avant que quelqu'un de plus méchant que nous la dépose. Pour par exemple, j'en sais rien, faire des t-shirts. Généralement les gens font ça, ils prennent un phénomène qui se passe et ils font des t-shirts et des mugs avec et ils les vendent une fortune sur internet. Mais là pour le coup l'agence de com avait dit oui, on veut protéger le terme nuit debout machin, donc on l'a déposé. Franchement, nuit debout, c'est ces deux mots en fait. Donc ça veut dire que maintenant on a une agence de com qui
qui possède ce concept. Voilà, vous êtes debout la nuit, vous êtes officiellement en train de faire quelque chose d'illégal. Et est-ce que vous avez, peut-être plutôt toi Julien, est-ce que tu as des souvenirs, des exemples dans plutôt le domaine de la tech, puisque c'est ce qui nous intéresse, d'histoires comme ça d'entreprises qui ont revendiqué, ou qui ont tenté en tout cas de revendiquer la paternalité de certains mots Enfin en tout cas la propriété plutôt que la paternalité, pardon. Alors la paternalité... Une entreprise que tu affectionnes particulièrement qui l'a fait. Quoi, tu veux dire Apple ? Oui. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors Apple c'est pas encore tout à fait un mot, donc je suis pas tout à fait précise. Tu veux parler des podcasts ? Comment ? Non. En fait, c'est en 2012. Apple, il faut savoir qu'ils ont attaqué une épicerie en ligne polonaise. Okay. Pourquoi ? Parce que son logo ressemblait trop à son goût au sien. Donc, je vous conseille de taper sur Google, ou sur n'importe quel moteur de recherche, cette petite histoire, et vous trouverez effectivement le logo de l'épicerie qui, il est vrai, ressemble un petit peu à la pomme d'Apple. Ok. Et là, tu viens en fait de dire sur Google. Voilà, et en fait, c'est tellement vrai. Googler, c'est rentrer dans le langage. C'est une mise en abîme de ce sujet. Bah oui, et j'ai un autre exemple qui est un petit peu plus vieux. Ça concerne Lucasfilm. En 2009, ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est Star Wars. Ils ont été rachetés par Disney. Ouais. Mais du coup, il y a une histoire avec un terme que Lucasfilm voulait déposer comme une marque. Lucas, je sais pas. Un mot que vous trouvez dans Star Wars, des petits personnages sympathiques. Les Ewoks. Les droïdes. Ah, les droïdes. Ah ouais. En fait, ils ont fait pression sur les applications Android qui utilisent le terme droïde, même si elles n'ont rien à voir avec Star Wars, avec les films de manière générale. Et juste à ce moment-là, en fait, un peu après, la marque de smartphone américaine Verizon avait sorti une gamme de smartphones commercialisés. Pardon, autant pour moi. Alors ma source n'était pas fiable. Peut-être que du coup l'histoire est complètement fausse. Non, c'est un opérateur qui commercialise effectivement des smartphones sous sa marque. Et du coup la gamme s'appelait Motorola Droid. Et donc visiblement ils ont été obligés de payer quelque chose à Lucasfilm. Ah oui, je m'en souviens. C'est allé assez loin ils quand l'ont même. transformé, je crois, cette gamme en Motorola Razr après. C'est de là que. Ah d'accord. Mais ça j'avais pas vu. Ce moment-là où est née la gamme Razr. Je m'en souviens très très bien de cet épisode. Effectivement, donc il y a des petits épiphénomènes comme ça, mais en fait, quand tu m'as demandé ça, je pensais plus à des choses un peu plus grosses, comme effectivement ce qu'a dit Adrien au début, genre frigidaire, genre scotch. Oui, je restais sur l'aspect tech, puisque nous sommes dans un podcast tech. J'ai essayé de trouver des exemples, mais effectivement, on peut mettre ça avec plein de mots. Mais parce que dans la du tech, quotidien. Dans la tech, effectivement, j'en vois pas beaucoup. J'ai trouvé cela. Ouais, j'en vois pas beaucoup, où vraiment des choses sont devenues tellement importantes qu'elles. Il y a quand même Facebook aussi, mais je pense que ça n'a pas abouti. C'était en 2012 aussi, ils voulaient s'approprier les mots Facebook, wall et mur. Ils avaient déposé un dossier pour faire enregistrer les mots book et face comme des marques commerciales, mais a priori ça n'a pas dû avoir de suite. C'est des tentatives, quoi. Voilà, c'est plus ça qu'autre chose. C'est le moment où on disait encore j'ai mis un truc sur ton mur. Ou... enfin, oui, le mur. Personne n'a dit ça. On continue à dire ça. Non, mais je sais plus. Peut-être pour ça qu'ils ont abandonné l'idée. C'est vrai que Facebook avant c'était un wall et un mur mais on dit plus ça maintenant. Non, on dit plus ça. Mais à ce moment-là, ils voulaient en faire une marque. Ok, bah écoute, c'est fou. C'est très intéressant. Ça m'étonne même pas, mais c'est dommage. Si c'était que des affaires entre entreprises, on s'en ficherait, mais ça impacte forcément sur notre vie. Bah oui. Ouais, puis ils nous confisquent quelque part. Enfin, ils veulent nous confisquer des mots du quotidien. Ouais, moi, c'est vraiment l'histoire de l'aïeul qui m'est revenue en tête, parce que j'avais été choqué de savoir qu'un village ne peut même plus. Enfin, ils doivent passer par l'entreprise, c'est une entreprise chinoise. Je sais pas plus de détails, mais ils doivent passer par eux, quoi, pour faire leur couteau. Voilà, comme quoi Pitch nous fait dire beaucoup de choses. Ouais, mais là c'est presque du vol carrément du vol de tradition, quoi. Mais c'est le même principe. L'aïeul c'est devenu un mot pour couteau dans certains cas. Moins maintenant, c'est un peu vieux, c'est une histoire de vieux ce que je raconte là, mais je rigole, mais enfin voilà, c'est juste bon. Papy Adrien. Ça veut juste dire que ça nous montre qu'il est le leader sur le marché, donc je comprends en fait qu'ils fassent ça. Mais si on dit pitch au lieu de brioche, ça veut dire qu'ils ont réussi. Ouais. Peut-être qu'ils ont réussi. On termine sur cette note. Ils ont réussi leur coup. Terminons comme ça et peut-être passons à notre dernier sujet. C'est toi, Adrien. Donc tu vas nous parler aujourd'hui des Lagueules et des marques. C'est vrai? Non, la Vega. Attends, je vais sur le site de l'INPI. Il y a beaucoup de la Vega. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse avant. Il y a beaucoup de la Vega. Ouais, clairement. Une grande famille. C'est ça. Ok. Bon bah écoute, voilà. Si vous nous entendez, n'allez pas déposer sa marque pour lui soutirer de l'argent dans quelques semaines. On serait témoin que c'est un acte malveillant. Voilà. Et donc, Adrien, on te reçoit sur le plateau aujourd'hui pour parler notamment de toi, de transidentité, de militantisme trans également. Et j'aimerais peut-être que tu puisses commencer très rapidement à te présenter à notre audience qui ne te connaît pas.
Du coup, je m'appelle Adrien. Bon, voilà. Bonjour Non, Adrien. je suis aussi, en fait, je suis youtubeur, donc trans, et j'en parle en fait sur donc la plateforme YouTube, mais également sur des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook encore. J'utilise encore Facebook. Le wall. Et en fait, oui. Donc moi, mon but, c'est faire de la pédagogie accessible sur le sujet des transidentités. Et je garde quand même une place assez importante pour le soutien des personnes trans, puisque la meilleure manière de toucher les jeunes personnes trans, ou je dis en particulier les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, mais toucher les personnes trans, eh bien c'est les réseaux sociaux. Ils peuvent juste m'envoyer un message, je peux les contacter, ils peuvent me contacter, c'est très simple, l'information circule très bien. Et donc j'ai commencé ça il y a 2 ans, et ça marche plutôt bien, voilà. D'accord. Et tu me dis que tu as commencé il y a 2 ans. Est-ce que toi-même, parce que on va parler de ton expérience vu que tu le fais, hein, je veux pas t'es tergiversé. Est-ce que toi-même tu as eu tu as ressenti que les réseaux sociaux ou l'information numérique pouvaient t'aider, ou t'avait apporté un outil pour communiquer qui n'existait pas il y a quelques années Alors en fait, c'est même pas un outil pour communiquer, c'est juste les informations, il n'y en avait pas, mis à part Internet. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'informations anglophones. J'avais la chance de parler anglais, et il y avait peu d'informations francophones. Il y avait un forum et un site web. Donc le forum est plus trop actif, mais à l'époque il était très actif. Et donc déjà à cet âge-là, enfin avant il est encore plus vieux qu'il y a 2 ans, mais je me disais c'est dommage quoi, il y a rien. Tu parles de quelle année à peu près? Je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans, donc ça fait quelques temps. Mais enfin bref, à l'époque où j'étais ado, je me disais il y avait déjà des vidéos YouTube en anglais sur ce sujet, il y avait déjà plein de choses en fait anglophones, mais pas francophones. Et je me disais c'est dommage parce que j'ai l'impression que l'information circule très bien. Et c'était la seule manière d'avoir des infos sur ce sujet en fait, de façon disons claire et de façon pas orientée quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que c'était des informations claires et nettes et précises, t'en faisais ce que tu voulais, il y avait personne pour te dire c'est bien, c'est pas bien quoi. Parce que c'est quoi l'offre d'infos orientée entre guillemets qu'on a en c'est France? que la seule manière, si on veut avoir je sais pas, si on veut faire une transition médicale, il faut aller voir un médecin. Généralement les médecins ils t'orientent vers l'équipe autoproclamée officielle de France, et c'est orienté parce qu'ils ont une certaine vision de la transidentité qui est très psychiatrisante, et ils sont très en retard, et voilà, donc c'est orienté, c'est ça que ça s'appelle orienté en fait. Ouais, bien sûr, non mais c'est intéressant. Et donc du coup je me suis dit j'aime faire des vidéos, tout ça, je vais me lancer, mais au départ j'étais juste sur Instagram en fait, et j'étais déjà à l'époque, je traînais beaucoup plus dans les associations, donc j'étais même très jeune, j'étais mineur, j'ai encore dès 17 ans, j'allais dans les AG, je faisais des manifestations, des événements de pédagogie, des trucs d'autosupport, et je me suis un peu détaché de ça pour des raisons personnelles, et j'ai ouvert mon Instagram en fait, et je me suis dit je suis persuadé que même sur Instagram avec une photo et un texte en dessous on peut faire passer des messages. Et donc j'ai commencé à faire ça, et mon compte il a beaucoup grandi. J'ai 35 000 personnes qui me suivent sur Instagram, et sur le compte trans francophone le plus suivi en fait. Ok. Et donc sur ce compte je reçois beaucoup de messages de personnes trans qui ont besoin d'aide, de toute la terre entière, donc je peux pas aider tout le monde évidemment, mais pour ce qui est des francophones, déjà à l'époque j'avais un truc tout bête, j'avais un Word avec des bonnes adresses, et je disais tiens, t'habites là, tu peux aller là, t'habites là, va voir cette personne-là, c'est telle association. Souvent je m'adresse uniquement aux associations puisque j'ai beaucoup d'estime pour les associations, c'est des professionnels, ils savent très bien gérer leur affaire, ils ont énormément de connaissances, beaucoup de savoir-faire, et donc j'étais un peu l'intermédiaire des associations, parce que ça peut être impressionnant pour les gens d'aller dans une association où ils habitent loin, oui, bien sûr. Où ils ont peur, où ils osent pas, où ils savent pas comment faire. Et donc je les aidais un peu à se décider, et quand je disais tu veux faire ça, je te conseille de contacter cette association, ils sauront comment t'aider personnellement dans ta région, qu'il faut aller voir, qu'il faut pas voir. Et j'ai fait ça, et au bout d'un moment j'ai des gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas des vidéos, et voilà. Et là c'était parti. Et j'ai commencé, et en fait il y avait donc j'étais pas le seul à en faire, il y en a d'autres qui font des vidéos, mais c'était des vidéos très personnelles. Ouais. Ils racontaient leur vie, leur parcours médical par exemple, et moi je me suis dit ça c'est bien, mais moi j'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien faire des émissions pédagogiques pour adresser à tout le monde, et pas uniquement aux personnes trans. C'est-à-dire que n'importe qui puisse se renseigner grâce à ça, des proches ou des gens qui n'y connaissent rien, qui veulent avancer, qui veulent s'améliorer pour éviter de dire des bêtises par exemple. Et donc j'ai fait ça, et ça a bien marché quoi. Et c'est ce que j'ai remarqué en regardant tes vidéos, c'est que t'as une franchise en fait, et j'ai l'impression que t'as pas peur non plus de poser des questions complètement bateau que tout le monde pose à une personne trans, et à y répondre de manière très subtile parfois.
C'est gentil, merci. Non, j'ai pas l'impression j'essaie d'être le plus naturel possible, et surtout en fait ce que j'ai fait de faire comprendre, c'est que quand on pose une question, des fois on est maladroit, et c'est normal que les gens s'énervent ou soient blessés, mais c'est pas grave, je dis c'est pas un drame, hein. Je dis bon, on fait tous des erreurs, mais il faut accepter que ça puisse blesser certaines personnes, chacun a sa sensibilité, et je me dis je vais poser des questions bateaux qu'on me pose extrêmement souvent, et j'en veux pas personnellement aux gens qui me posent ces questions, ils ont pas d'informations, je suis peut-être naïf, mais j'essaie d'être bienveillant, même si je sais quand c'est posé exprès, évidemment, hein. Oui, bien sûr. Mais je me dis bon voilà, donc je vais faire une vidéo, et comme ça les gens quand ils me posent cette question et qu'ils verront que ça me plaît pas, et ben je leur dis regarde cette vidéo, et si t'es de bonne foi, tu penses que tu comprendras, et ça marche, et les gens ils vont ah oui je comprends, et je vais regarder d'autres vidéos, et c'est comme ça que ça part en fait. Et je me suis dit qu'en posant des questions avec le truc qui c'est t'es trans là, ouais c'est ça, c'était très court, je pense, pour moi c'est la série j'ai le plus aimé faire, mais j'ai pas continué parce que ça demande beaucoup de travail, et je pense refaire avec mon nouveau matériel, enfin refaire une série, enfin bref, de ce style-là, mais comme c'est court et concis, et court et concis, ça a plu aux gens, et c'est mes vidéos les plus regardées, je crois, c'est de ma chaîne, et je suis très content, et dans les commentaires les gens débattent, et c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est fait pour ça. Vraie interrogation, si c'était vidéos les plus regardées, ça veut dire que c'est vraiment il y a un manque d'infos, quoi. Et puis surtout, vu la qualité que j'avais à l'époque, les gens ils regardaient quand même. Donc c'est rare, parce qu'aujourd'hui il faut pas se mentir, sur YouTube tout le monde a une truc 4K, tout le monde a mis gros, et moi j'ai pas commencé avec des bons matériels, j'ai commencé avec mon téléphone, et c'est tout, voilà. Ouais. Donc maintenant j'ai une bonne caméra et un bon micro, mais je veux dire à l'époque je pensais pas que les gens regarderaient, et pourtant les gens ont regardé, donc je suis très content. Et donc t'as mis le doigt sur un problème de pédagogie énorme en vrai. Oui, en fait ouais, parce que même pour les personnes non trans en fait qui sont jamais posé des questions ou quoi que ce soit, en fait ils ont limite, parfois quand c'est pas mal intentionné, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais quand c'est bien intentionné, j'ai l'impression qu'il y a juste aucune réponse. C'est ça en fait, il y a peu de ressources francophones où il faut les chercher. Il y a Assigné Garçon qui fait une BD qui est assez bien, c'est Sophie Labelle, c'est une BDiste, grande BDiste trans qui fait du bon travail. Il y a Laura Badler maintenant qui est un peu décollée et qui fait aussi maintenant des vidéos comme moi. Au départ elle faisait pas comme moi, elle racontait sa vie, et maintenant elle fait aussi des vidéos pédagogiques, c'est très bien. Je me sens pas du tout hargneux qu'elle soit une amie à moi, donc oui, elle fait un peu des formats similaires aux miens, et c'est tant mieux, hein, voilà. Plus on est, mieux c'est. En plus c'est une femme trans, c'est pas un homme trans, donc c'est toujours quelque chose de différent. Bon, bien sûr. Et oui, c'est un besoin. Un besoin, et surtout le fait que ça soit une vidéo courte, et bien les gens c'est moins lourd que de leur dire lis oui, c'est tout pas ça. Une conférence ou de la littérature. Et même si je trouve que c'est dommage, et dans mes vidéos je dis même dans les commentaires, si tu veux en savoir plus, il y a des associations qui font des permanences ouvertes à tous, et généralement il y a peu de gens qui viennent, alors que c'est vraiment génial, quoi. Bien sûr. Et c'est super ce genre de truc. Je suis sûr que les gens ils viendront, ils repartiront qu'avec des trucs positifs, quoi. Je trouve ça génial, et parce que les associations ça fait peur, on voit ça comme des activistes méchants, mais ils font plein de choses aussi, c'est juste que les gens n'y vont pas. Ouais. Ou alors ils veulent y aller que quand c'est interdit. Exactement, voilà, c'est ça. Non mais je comprends, et je me dis peut-être que ça peut ouvrir une porte, et comme les associations ne sont pas encore trop sur YouTube, tout ça, voilà. Moi c'est ma base de mon militantisme, c'est de passer par les réseaux sociaux, et d'avoir, même si j'ai que 2 minutes d'attention, c'est 2 minutes d'attention complète, et je suis très heureux, même si c'est un début de réflexion, je suis très heureux. Les gens après ils feront leur chemin, et je vois plein de gens qui ont lu d'autres gens, qui ont vu d'autres personnes trans qui disaient pas les mêmes choses que moi, c'est normal, et qui reviennent et qui m'en parlent, et c'est très bien. Il y a une position d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé dans tes vidéos, c'est que tu prétends pas être la voix de tous les trans, ni de en fait la voix de n'importe qui, tu es la tienne, et t'assumes les personnels. C'est ma voix, même si évidemment je parle au nom des droits des personnes trans. Voilà, moi je suis pas là pour que les gens soient en accord avec mon vécu. Chaque personne trans aura son vécu, et j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres personnes de ma vie, de ce qui la considère légitime ou pas. J'ai pas que ça à faire, mais par contre je suis là, et je dis les droits c'est pour toutes les personnes trans que je les veux, et quel que soit le ressenti. Bien sûr. Et c'est juste voilà, mais évidemment, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le niveau du vécu, j'entends, c'est tout à fait recevable, enfin, c'est normal. Oui, bien sûr. Je vais pas dire non, tu vis ça comme ça. Non, je m'en fiche. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui n'aura jamais rien à redire sur le vécu de quelqu'un d'autre, et je me permettrai pas de... Ouais, bien sûr. Voilà, c'est... Et du coup, les questions que tu vas poser, donc je vais peut-être en citer 2 ou 3, où on dit c'est quoi être trans, t'aimes les hommes ou les femmes, être trans, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est... Pour le coup, ça reste quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même une matrice qui est
est là, quoi. Oui, ça c'est des questions que tout le monde entend. Voilà. Après, il y en a qui répondent différemment, il y en a qui acceptent de répondre, il y en a qui ça les énerve, il y en a ça les fait pleurer, il y en a ils s'en fichent. Et moi, je préférais en faire des vidéos parce que je suis passé par tous les stades. Bon, ça m'a énervé, ça m'a pas anéanti, j'y vais un peu fort, mais je veux dire, ça peut être un peu pesant. Et puis je me suis dit, je vais faire des vidéos, comme ça j'aurai une excuse pour dire, t'abuses quand même. Tu fais des vidéos, t'aurais pu regarder quand même, quoi. Non, mais voilà, j'en rigole, mais moi, c'était ma manière aussi de me dire, voilà, j'ai fait mon taf et ça me fait du bien aussi à moi, quoi. Je pense que comme ça, j'ai posé ça et j'ai ma réponse toute faite et voilà. Je pense que c'était aussi parce que d'un moment, t'en as marre et t'as envie d'en faire quelque chose de toute cette énergie. Des fois, moi, je dis souvent que je suis encore des fois en colère, mais c'est de la bonne colère, quoi. C'est pas de la colère. C'est de la colère positive, quoi. Ouais, c'est de la colère saine, c'est normal d'être en colère, ça veut dire qu'il y a des problèmes à régler. Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Et tu sais peut-être, mais il y a certaines rédactions, pour le coup, américaines, qui ont fait passer des guides d'écriture et de questions à leurs journalistes qui sont, en fait, elles se sont adaptées très très vite, en fait, à les problématiques dont tu traites, et ils disent... Voilà comment parler à une personne trans, voilà. Ne lui dites pas machin, ne dites pas ça n'a aucun sens de poser ces questions. Qu'est-ce que t'expliques? Comment t'expliquerais qu'en France on soit aussi en retard sur ce genre de sujet? Je pense, là je te parlais tout à l'heure de la JL, mais la JL a fait ça maintenant. Ouais. La JL a fait les mêmes papiers pour parler, mais je pense qu'il faut vouloir les regarder. Bien sûr. C'est pour ça que je dis, il y en a qui sont de bonne foi et des autres qui sont de très mauvaise foi, et la JL fait du très bon travail. J'encourage tout le monde à aller voir sur leur page, parce qu'ils parlent pas uniquement des personnes trans, mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait carrément un petit guide de comment s'adresser aux personnes trans, et avant l'existence, c'est-à-dire c'est un peu c'est la marche pour les droits des trans, c'est un peu comme une Gay Pride, mais un peu plus avec des revendications, et bien ils ont fait une vidéo dont je suis dedans, où comment traiter de manière médiatique cette marche sans être désagréable ou transphobe, quoi. Bah oui. Et ça, elle a fait beaucoup de vues, elle a fait je crois 200 000 vues sur Facebook, cette vidéo. Ok. Et donc voilà, ils font du très bon travail, et je pense que c'est parce que en France bon, déjà ils n'ont pas les moyens la JL n'a pas les moyens de mémoire, c'était le New York Times qui avait fait une circulaire dans ces journalistes. Et en fait, elle avait été rendue publique pour un peu sensibiliser à peu près tout le monde. Et c'est vrai que je l'avais lu et j'avais été dit, c'est quand même très intéressant pour. Bah oui. Ça apprend des choses. En fait, j'ai l'impression qu'aussi les gens, ils ont un problème d'ego, quoi. Et on reproche souvent aux trans d'être sensibles. Moi, j'ai l'impression que c'est les autres gens qui sont sensibles, quoi. Et j'ai l'impression, moi, j'ai jamais eu de malaise d'être trans, mais le malaise, il vient des autres. Et moi, du coup, ça me prend peut-être de l'énergie, mais je décide d'aller vers les autres. Et alors, tu vois, c'est toi qui es mal à l'aise face à moi, c'est pas moi. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec toi, y a pas de souci. Et puis si je veux pas, je pense que c'est vraiment un problème personnel. Il y en a, ils ont un problème d'ego, et on a qu'à voir ce qui s'est passé avec l'écriture inclusive. Pour un pauvre E, un pauvre point E, enfin les gens ils font tout un plat. Enfin je crois que c'est français, mais les Français sont très. Je pense que c'est culturel, quoi. C'est une espèce de protectionnisme. Ouais, non, c'est cette espèce de sur les mots, dès qu'on touche au mot, à l'expression. Alors d'un côté, c'est très français d'être vachement dédaigneux face à la langue jeune, je dirais. Alors aux évolutions du langage. Voilà, tout en général, le français c'est une langue qui est vivante, hein, donc c'est normal qu'elle évolue. Bien sûr. Il y a même des gens qui s'approprient les mots. Alors bon. Oui, et puis il y aura toujours les gens qui disent ouais, mais c'est que des mots, et pourtant ils sont tout de même à cheval sur les mots, donc c'est très paradoxal, c'est très dur de faire avancer les choses, mais même moi, ce qui me blesse, c'est des journalistes qui disent c'est pas grave, alors qu'ils savent très bien le pouvoir des mots, et combien les termes, les mots sont importants, les formulations sont importantes, et que il faut faire l'effort au début. Peut-être qu'on pourra en rire plus tard, et moi je veux qu'on puisse en rire, mais pour l'instant il faut qu'on soit sérieux et qu'on se dise voilà, il faut arrêter de dire ça, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, quoi. C'est tout à fait notre position, en tout cas. Et voilà, et c'est très bien, et je dis voilà, et moi je ne demande qu'à en rire, mais plus tard. D'abord il faut changer les choses. Oui, bien sûr. Il faut et pour parler des gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite en opposition. On a l'impression qu'on leur prend quelque chose. En fait. Parce que parce qu'ils sont pas d'accord, et je leur dis mais ils comprennent pas, et je leur dis mais c'est pas grave si tu comprends pas, si je te dis que c'est mieux pour moi, si tu veux qu'on discute sereinement, toi ça change rien pour toi, ça change un mot, et moi ça va faire que je suis plus à l'aise avec toi, ou que les personnes seront plus à l'aise. Et bon, je pense que c'est tout bénef. Des gens ils ont peur, et je peux comprendre, mais il faut y aller, quoi. Il y a plus grave dans la vie, franchement. Clairement. Mais ça peut changer beaucoup, quoi. Et est-ce que alors c'est peut-être
tu vas peut-être me répondre tout à fait non, mais est-ce que tu vois un truc générationnel ou est-ce que tu as trouvé des personnes un peu plus âgées qui étaient limite plus empathiques que plus pleines d'empathie que les plus jeunes ou... Alors oui, ce qu'on peut voir, c'est que c'est je dis ma génération plus jeune, là, les ados de maintenant, c'est quand même plus facile d'en parler, même que moi, ma génération. Je dirais la génération d'après moi, c'est mieux. Il y a quand même un avancement, même au niveau des lois. On peut changer son prénom presque librement en mairie. Après, je dis presque, ça dépend de la mairie, évidemment. Chacun. Il y a eu des améliorations même au changement d'état civil. C'est pas encore ça, mais voilà. Mais donc il y a des améliorations, mais ça dépend encore de chacun. C'est très variable. C'est très variable même au niveau des classes sociales. Ça veut rien dire. J'ai vu des athées totalement transphobes et j'ai vu des gens très pieux. Qui était tout à fait encourageant et très sympathique. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose de très variable qui s'attache à c'est de la transidentité. Bon, ça concerne la trans avant tout, mais c'est très large en fait comme problématique et ça dépend vraiment des gens. Et j'ai vu tout, moi, quand j'ai fait des conférences notamment un festival du journalisme vivant par Le Monde là près de Bordeaux, j'ai été invité, j'ai fait une conférence qui était en pleine journée un jeudi avant midi et je me suis dit il y aura personne et pourtant il y avait 300 personnes dans la salle quoi. Ah ouais. Et c'était des personnes qui étaient je dirais entre 40 65 ans et il y avait quelques jeunes évidemment mais je dirais la majorité des gens étaient de cet âge-là et c'était tout à fait autorisé, tout le monde avait sa petite histoire de un tel qu'il avait connu comme ça et lui qui se posait des questions et au fond bah oui c'est bête d'empêcher ça et qui était heureux pour moi, enfin c'était c'est très variable, je n'ai aucun préjugé sur les personnes vraiment. Non bien sûr, c'était pas ce que je voulais t'amener à dire. Ouais, non mais d'accord, j'ai pas remarqué, après oui au niveau des lois par contre concrètement au niveau des lois c'est mieux aujourd'hui qu'avant effectivement. Tu trouves qu'il y a un mieux de manière générale dans la société, Je dirais que sans verser dans l'optimisme. La visibilité, elle est paradoxale. Voilà, on a une fenêtre de visibilité comme les homos dans les années 90. Donc, c'est-à-dire qu'on va être. Quand je dis visibilité, c'est que ça y est, les gens ils ont compris que les trans ça peut être marketing, comme dans les années 90 avec les homos. Et donc, ça y est, on a une visibilité, une fenêtre, mais c'est paradoxal parce que le meilleur exemple que j'ai, c'est aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de trans visibles, mais il n'y a jamais eu autant d'assassinats aussi. De personnes trans. Oui, notamment les femmes trans noires qui sont les plus précaires, quoi. Ok. Donc, voilà, il y a des problèmes raciaux aussi, mais donc je dirais que c'est très paradoxal, quoi. J'ai l'impression que, et je tiens à dire, je le dis dans mes vidéos, il faut une visibilité, c'est bien, mais il faut que ce soit intelligible, quoi. Oui. C'est pas en montrant juste des trans que ça va s'améliorer. Et c'est ce que je reproche aux émissions notamment. C'est pas en montrant juste des trans qui sont là, qui parlent de leur vie, et ah là là, c'est grave, c'est triste, que ça va faire changer les choses. Il faut que les gens aient les informations pertinentes, concrètes, sur les vies des personnes trans en général, pour qu'ils puissent avoir envie de réagir. Et je suis optimiste. Je sais pas si je suis optimiste, mais je dirais qu'il faut continuer et qu'il faut vraiment que les gens comprennent que visibilité, pour être visible, ça ne sert à rien. Les gens savent que les personnes trans existent. Maintenant, il faut qu'ils comprennent qu'on veut des droits comme tout le monde. Donc, je dis que on est dans la bonne voie, mais qu'il faut pas se perdre dans la visibilité à tout prix. Voilà. Bien sûr, mais c'est une quête tout à fait légitime. Et a priori, un état de droit devrait garantir les mêmes droits à toutes les personnes. Exactement. Mais je pense que, et c'est ce que certains journalistes ne comprennent pas, c'est parce que vous m'invitez que c'est pas parce que je suis invité que je suis content. Je suis invité quand je suis sujet de l'émission, comme tout le monde, chacun est sujet, non pas objet de l'émission, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, c'est rare, mais voilà, je dirais c'est paradoxal. Le mot qui me vient à dire, c'est vraiment il faut faire attention. Et pas tomber non plus dans la pipolisation, parce que pareil, il y a plein de stars trans aux États-Unis, il y a plein de trans qui galèrent aussi, quoi. Parce que pipoliser, moi je suis, enfin, oui, j'ai des fans qui se traitent avec moi comme si j'étais une star. Et ça me fait énormément plaisir. Et oui, ça flatte l'ego. Et oui, ça va peut-être régler des problèmes d'enfants, j'en sais rien. Je veux dire, c'est positif, mais ça change rien à la vie des personnes trans qui galèrent, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai tellement de chance. Et j'en suis tellement conscient. Je suis un mec trans, déjà, ça passe mieux. Et j'arrive à m'exprimer. J'ai même beaucoup de privilèges au niveau de... Enfin, je suis étudiant, mais j'ai quand même... je suis pas pauvre, quoi. Je veux dire, j'ai plein de privilèges qui font que je peux parler. Et j'espère, en tout cas... profiter de ça pour aider toutes les personnes trans. Ouais, et non sûr. pas juste pour me rapporter une petite gloire personnelle. Je dis pas que ça m'en apporte pas, évidemment, je suis honnête, mais faut faire attention à ça et j'essaie de pas tomber dans ce piège, quoi. Oui, bien sûr. Parce que c'est ce qui me gêne, c'est pas parce qu'une personne trans sera pipolisée et starifiée que ça va changer la vie des trans de tous les jours, quoi.
Et Voilà. concrètement, non mais c'est très c'est touchant et à la fois très prometteur et enfin je trouve Vous êtes gentil. non mais c'est vraiment je trouve la bonne méthode que tu adoptes. Je pense qu'on est d'accord hein, Tout à fait d'accord. sur le sujet, même si on n'a pas besoin de juger ou quoi que ce soit. Simplement, je me demandais quand tu parlais de objets et sujets d'une émission, par exemple, qu'est-ce qui, d'après toi, si on t'invitait et qu'on te qualifiait d'objet, c'est quoi? C'est une sorte d'objet médiatique, une sorte de... C'est une sorte de traitement. Moi, l'exemple que j'ai donné, c'est généralement le documentaire, il y a toujours les mêmes scènes, les mêmes mises en scène. Ouais. Et on est objet du documentaire, comme on observerait des animaux dans la savane, par exemple. Bien Je sais sûr. pas, comme les documentaires clichés avec les lions, les girafes, c'est un peu pareil. Et on est généralement sujet, c'est-à-dire qu'on parle. Moi, j'aimerais qu'on propose aux trans de choisir comment ils sont montrés et ce qu'ils vont dire. Et moi, mon grand rêve, quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, c'est de donner à des, je sais pas, de me dire, parce que moi je manque de moyens, par exemple pour mes vidéos, qu'on me dise, voilà, je vais t'aider à faire ça, et tu dis ce que tu veux, et je te prête ça, je te prête, comment dire, les moyens, et tu choisis ce que tu veux dire. Je sais pas. Il y a plein de manières d'aider les personnes trans sans influer sur leur discours. Oui, je vois ce que tu veux dire. Des documentaires un peu cadrés où on va montrer une étape, on va parler de trucs comme ça. Oui, notamment. Pareil, là, on avait vendu le documentaire de Zone Interdite comme prometteur parce qu'ils utilisaient le mot transgenre à la place de transsexuel. Mais moi, un changement de terminologie, ça change pas le fond du documentaire. Et aussi bienveillante qu'a voulu être la personne qui a fait ce documentaire. Ouais. Même si le parti pris est très flagrant, je veux dire, on peut pas dire que c'est comment dire qu'il y a une avancée juste parce qu'on cherche le terme. Si on trouve les mêmes plans, les mêmes questions, les mêmes mises en scène, c'est pas possible quoi. Et c'est ça qui est dommage. Et pour l'instant, moi, si j'avais un documentaire, le meilleur que j'ai vu en tout cas, ça a été celui de Sam. Je perds évidemment. Il y avait que des infrarouge. Infrarouge, ok. Oui, oui, en fait, il n'y a pas de mise en scène, c'est juste des trans qui parlent assis sur une chaise, et final, et pourtant on s'ennuie pas. Ouais. Il y a des témoignages très différents, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord, mais c'est le mieux, c'est pas le top, c'est pas parfait, mais c'est le mieux. Ouais, on est dans une sorte de documentaire très, comment on appellerait ça, naturaliste, où les gens parlent et on les laisse parler, oui, et puis puis il n'y a pas trop de montage, non, pas voilà. trop de C'est scénario. pas parasite. Ouais. Voilà. Non, mais c'est voilà, et c'est ça que je reproche. En tout cas, je vais parler de la télé, mais c'est ça que je reproche, c'est qu'on me dit oui, mais mon documentaire est différent, ça n'a jamais été fait. Et non, je peux trouver 40 documentaires francophones sur YouTube. Enfin, je trouve ça tellement dommage. Moi, en fait, je reproche aux gens de pas être honnêtes. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que je parlais au niveau marketing, c'est pour faire de l'audimat. Et je le comprends, c'est pas eux qui font les lois, quoi. Enfin, c'est pas eux qui font le jeu. Donc je les comprends, mais j'aimerais bien qu'ils soient honnêtes. Et c'est ce que je leur reproche, en tout cas. Ouais. C'est très dur. Les médias, et c'est très dur. Et je suis pas expert des médias. Et Karine Espinera l'est. Et même en étant experte des médias, elle s'est fait avoir, quoi. Enfin, c'est ça qui est fou. Ouais. Donc je sais pas, c'est tellement paradoxal, on pourrait en parler des heures, je crois. Mais c'est la nécessité des outils comme ceux de la JL en fait. Oui, voilà. Alors la JL, je connais pas tous les gens qui font partie de ça, mais pour moi ils font un travail formidable. Mais je dis pas ça, c'est même pas mes amis. Je veux pas que j'ai un parti pris, c'est que c'est vraiment des gens qui ont une très bonne initiative et je trouve ça génial. Et moi quand ils m'ont dit que j'allais recevoir un prix, mais c'était génial quoi. Et pendant la cérémonie, j'ai rencontré plein de gens, ils m'ont offert plein d'opportunités. Voilà ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont offert une visibilité qui m'a servi à quelque chose. Parce que j'ai eu un prix, c'est génial, mais ça s'est pas arrêté là, quoi. Grâce à cette fenêtre, j'ai pu faire plein de choses, faire des conférences que je voulais faire, qu'on ne m'offrait pas avant. Parce qu'aujourd'hui, on considère pas les personnes trans comme capables de parler d'elles-mêmes, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça que je parlais d'objets, sujets. Ça, oui, on les de voler considère la pas parole capables. en fait aux personnes concernées, c'est un peu Puis ça. Oui, mais même si évidemment parler de personnes concernées c'est bien, mais c'est juste on les considère pas comme enfin pour eux les personnes trans sont pas capables de parler de leur vie quoi pour les gens. Et c'est ce que je reproche. Que tout le monde est capable. Bien sûr qu'on est capable de parler de notre vie. On n'est pas expert du genre, mais on est expert de notre vécu et de notre situation quoi. Si je vous dis qu'il y a un problème avec mes papiers, c'est qu'il y a un problème quoi. Bah oui, complètement. Non mais enfin je sais, enfin c'est voilà, c'est le problème de sujet-objet que j'ai évoqué tout à l'heure et c'est dommage. C'est très intéressant et je pense que des journalistes nous écoutent aussi et j'imagine que je pense que chaque conseil est bon à entendre en fait pour traiter ces sujets-là. Et je n'ai aucun mépris envers les journalistes et j'ai eu la chance, j'ai une mère qui est là-dedans, dans les journalistes scientifiques, mais elle est journaliste quoi. Ouais. Et donc je sais un peu comment ça fonctionne et c'est ça me fait encore plus de peine quand je connais ce métier un peu de ma mère quoi. Ça me fait de la peine, je me dis ils sont pas honnêtes quoi.
Ouais, du coup, bien je sûr. suis peut-être trop sensible, mais je me dis c'est dommage, quoi. C'est comment. Moi, j'étais assez choqué quand les gens ils te disent en face, mais c'est pour vous aider, alors que tu sais très bien que non. Et je trouve que je sais pas. Les médias ont tellement de pouvoir et ça me frustre, quoi. Ils pourraient tellement faire changer les choses pour de vrai. Ouais, je Pour vois de très vrai, bien. quoi. Parce que s'il y a eu quarantaine de documentaires qui se ressemblent presque de A à Z et que ça n'a rien changé, il faut peut-être changer de Mhm. technique. Mais après, ça rejoint assez bien aussi de ce que j'ai compris de ton action et des nouveaux médias ou plutôt des nouvelles plateformes que sont un YouTube ou un Instagram. C'est que dans l'absolu, t'as un peu coupé le tir en fait. Et Oui, tu t'es- je me suis dit, je me plains, je vais faire mes propres trucs. Exactement. Voilà, non mais je suis conscient que je suis pas un professionnel de l'image, tout ça, et j'en apprends tous les jours, et même la GL m'ont appris des choses, Mhm. et quand je dis tout à l'heure, je disais aussi, j'ai refusé toute intervention à la télé, mais si on m'en propose une différente, avec plaisir, quoi. J'ai Bien aucun sûr. mépris pour ça, quoi, parce qu'on m'a déjà senti, oui, je suis dédaigneux envers les médias, mais pas du tout. Non, mais on peut Pas très du bien tout, imaginer, voilà, par empathie, ce que tu peux voir toujours le même, le même reportage, les mêmes angles, les mêmes. Et je pense aussi, c'est qu'on a du mal à imaginer, c'est que ça demande beaucoup d'énergie de faire tout ça. Ah bah oui. Les gens, bon, il y a certains moments où je suis payé, mais toutes les conférences que j'ai fait gratuites, c'est au moment que ça coûte, quoi. Oui. Et je me donne vraiment, et je me dis que si je me donne, j'aimerais bien aussi que quand on propose un projet, que les gens se donnent autant que je me donne. Je suis pas là pour me faire de l'argent, c'est pas pour faire une carrière que je fais ça, mais voilà. Ouais, Ça prend de l'énergie, et les gens réalisent pas, je crois qu'aussi que l'information, il faut la prendre comme un cadeau, quoi. Ça, c'est aussi, j'ai eu la chance peut-être d'être éduqué comme ça, mais moi, quand j'apprends quelque chose, c'est un pur bonheur, quoi. Oui, bien sûr. Et il faut que les gens, je pense en général, quand ils comprennent pas quelque chose, c'est pas grave de pas comprendre. Je le dis dans mes vidéos, quand on comprend pas, c'est pas grave. Il faut y arriver avec respect et d'humilité. Et on apprend que mieux et on échange. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Mhm. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a beaucoup appris, en tout cas Merci. pendant ce podcast. J'espère que ça vous aura autant plu et enrichi que nous. On va malheureusement devoir mettre un terme à cette émission. Merci encore Adriane d'être venue. Donc vous Merci de pouvez m'avoir invité. c'était le très retrouver sur sa chaîne Oui, YouTube, Adriane sur de Instagram. Voilà, de toute C'est façon simple. les liens seront dans l'article. Donc D'accord. voilà, il y a aucun problème. Et merci Nelly d'avoir participé à ce podcast comme d'habitude. Avec plaisir. Toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Et nous, on vous dit au mois prochain. Bye bye.